Alors, bonjour tout le monde. J'ai décidé de faire un petit vidéo pour faire un compte-rendu de ce que j'ai raconté vendredi durant la période de questions. Je ne vais pas tout répéter et je vous invite à, si possible, assister aux prochaines. Je vais être disponible à tous les cours, à toutes les périodes de cours au début du cours pour répondre aux questions et discuter différents trucs. Mais ça ne sera pas enregistré. Donc, on a parlé pas mal de code Z parce que j'ai eu des questions à ce sujet-là. Évidemment, la code Z, c'est cette idée qu'on peut prendre une distribution normale et la représenter d'une façon systématique, c'est-à-dire ramener la moyenne à 0 et l'écart type à 1. C'est une façon de... C'est un peu bizarre parce qu'on va dire que c'est une façon de normaliser la représentation, de la rendre systématique. Ça peut être intéressant parce que ça va vous permettre de comparer des variables sans nécessairement connaître les unités de mesure. Par exemple, si vous utilisez la code Z pour la taille en centimètres et la taille en pieds et en pouces dans deux populations différentes, vous allez vous retrouver que tout ça va être normalisé de la même façon, avec 0 étant la taille moyenne. Et donc, les valeurs négatives sont en haut de la moyenne, les valeurs positives sont en haut de la moyenne. Et la distance a toujours la même signification. Une distance 1 par rapport à 0, c'est-à-dire plus 1 ou moins 1, ça va vous donner un écart type. Donc, ça permet d'analyser les données. Mais c'est aussi important pour ce qui est de aider les algorithmes qu'on va voir dans l'avenir dans le cours, pour leur permettre là, finalement d'avoir un ensemble de variables qui sont plus faciles à comparer. Une chose importante auquel j'ai répondu, c'était, on me dit, oui, mais bon, qu'est-ce qui arrive si les données ne sont pas normales? La réalité, c'est que les données ne sont jamais vraiment normales. Il y a deux phénomènes qui sont importants en statistique. Un des phénomènes fait que la plupart des distributions, souvent, les distributions s'approchent d'une normale. C'est très, très, très courant. C'est un phénomène étrange. Mais à l'opposé, la plupart des distributions qui ressemblent à des normales ne sont pas vraiment exactement des normales. Ça peut causer des problèmes. En général, le fait que la distribution n'est pas normale, on va voir ça là, lorsque on va regarder des trucs qui sont à une bonne distance de la moyenne. Une anecdote que j'ai racontée, c'est que j'ai encore oublié de vérifier le nom, mais il y a des vagues solitaires qui avaient été rapportées par les marins. Et ces vagues-là étaient d'une amplitude, des vagues absolument gigantesques, énormes, qui défient un peu l'imagination. Et si on regarde la distribution des vagues, on voit que ça suit des lois statistiques, bon, peut-être normales, en tout cas au moins dans la plupart du temps. Et donc, ces vagues-là se retrouvaient tellement loin au niveau de la moyenne, en termes d'écart type, que les scientifiques prétendaient que c'était des histoires de marins, que ces vagues-là n'existaient pas. Mais éventuellement, une plateforme de forage, je pense que c'était le jour de Noël, a mesuré une vague tout seul, absolument gigantesque, qui défie toutes les probabilités statistiques. Ce qui se passe, c'est que oui, les phénomènes vont avoir tendance à suivre une loi normale, mais un des exemples que je donnais, oui, la taille des personnes suit une loi normale, mais jamais exactement. C'est facile à démontrer parce que, bon, une loi normale, quand on s'éloigne de la moyenne, la probabilité ne devient jamais 0. Et dans le cas des êtres humains, lorsqu'on s'éloigne de la moyenne avec une taille plus petite, éventuellement, on arrive à une taille de 0 et on ne peut pas être plus petit que 0 cm. En fait, on ne peut probablement pas être plus petit qu'une valeur un peu plus grande. Et donc, clairement, c'est une preuve que la distribution de la taille des gens n'est pas normale.
Mais l'idée, c'est que si vous traitez des données qui sont relativement proches de l'ensemble des données que vous avez accumulées, si vous faites de l'interpolation, autrement dit, utiliser la simplification que c'est une loi normale, c'est une simplification utile, intéressante et correcte. C'est toujours dangereux de sortir de la distribution et d'étendre les caractéristiques de la distribution à des valeurs qui sont loin de ce qu'on a observé. Oui, on peut utiliser la cote Z même si on n'a pas de normale. Par contre, la cote Z est vraiment terriblement mauvaise si vous avez une distribution genre exponentielle, par exemple pour les distributions de vente de livres, les distributions de population de villes, de mortalité dans les guerres. C'est tous des phénomènes qui ont tendance à être multiplicatifs. Donc, avec une loi normale, s'il vous manque quelques points dans une distribution, vous en avez quelques milliers, vous en enlevez quelques-uns, ça ne change absolument rien. Même si vous enlevez le minimum et le maximum, ça ne changera pas grand-chose. Mais dans les distributions exponentielles, la moyenne est extrêmement sensible à la taille de l'échantillon. Si vous prenez un échantillon qui est de plus en plus grand, votre moyenne pourrait devenir de plus en plus grande. Et ça, c'est pas normal. Ça se comporte pas de façon normale. Et si vous utilisez la cote Z, vous allez juste avoir encore plus de problèmes. Un autre truc que j'ai discuté, c'est ce qui s'appelle en anglais le Gambler Fallacy. Bon, j'ai questionné les étudiants. Là, je ne peux pas avoir votre réponse, mais je les ai questionnés sur, à savoir, si on va au casino et qu'on observe 47 fois rouge à la roulette. Bon, la roulette a pratiquement une chance sur deux d'avoir rouge, pratiquement une chance sur deux d'avoir noir. Et quand on gage, si on perd sa mise, et si on gagne, on double la mise. Et j'ai questionné les étudiants qui étaient présents, on était à peu près 10, à savoir, quand ça fait 47 fois qu'on voit rouge, est-ce qu'on devrait gager sur rouge ou sur noir? Assez rapidement, les étudiants qui étaient déjà au courant du Gambler Fallacy ont répondu que ça ne change rien, 50-50, que c'est une erreur typique que les gens font de penser que les probabilités ont une mémoire, lorsqu'en réalité, les probabilités du casino n'ont pas de mémoire et donc chaque événement est indépendant. Le problème, c'est que ce raisonnement-là est complètement invalide. 47 rouges en ligne, moi, je vais gager sur rouge. Pourquoi? Bon, parce que, en fait, on fait pour hypothèse que la table n'est pas truquée. Mais seulement en supposant que partout à travers le monde, une fois par année, il y a une table quelque part qui est truquée, ou même une fois dans l'histoire de l'humanité des tables, il y a eu une table qui est truquée, ça fait qu'on a une probabilité qui est non zéro que la table soit truquée. Et si on fait un test d'hypothèse, je vous invite à faire les calculs, vous allez vous rendre compte qu'après avoir observé 49 fois rouge, on est assez facilement obligé de rejeter l'hypothèse que la table était bien balancée. Et là, notre hypothèse tombe et donc les tirs sont probablement pas indépendants et vous pouvez peut-être gager sur rouge. Je ne gagerai pas une somme énorme parce que c'est peut-être un appât, mais la morale de l'histoire, c'est que quand on fait des modèles, il faut être capable d'accepter à quelque part que le modèle finalement se trompe ou est incorrect. Par exemple, quand il y a eu la crise au niveau hypothécaire des banques, il y a des gens qui ont dit « Oui, mais écoutez, ce n'est pas de notre faute, c'est un événement très, très rare qui s'est produit. » Je pense que c'est quelqu'un qui a dit que c'était quelque chose à 6 écarts types ou quoi que ce soit. C'est n'importe quoi. C'est tout simplement parce que son modèle était incorrect. Et c'est pour ça que c'est arrivé et qu'il ne l'a pas prédit. Autre chose, j'ai beaucoup de colère envers l'absence de rigueur qu'il y a dans le monde scientifique depuis un certain temps. Et j'ai déjà mentionné que finalement, si vous tombez sur un article, fort probablement, il est faux. Bon. Il faut comprendre quelque chose de bien important sur lequel je n'ai pas assez insisté, c'est que
les articles sont en général peu fiables, mais la science reste en elle-même très fiable. Par exemple, lorsqu'on a des agences gouvernementales ou lorsqu'on a des institutions scientifiques qui évaluent la science ou qui communiquent la science avec le public ou qui établissent des normes de sécurité, ces gens-là sont au fait de l'imperfection des expériences scientifiques et ne vont pas faire des recommandations seulement sur un article, par exemple. Donc, lorsque il y a un bozo en France qui a prétendu qu'il y avait une cure miracle pour le COVID, c'était un article de merde. Mais, par exemple, j'ai pas vu les réactions au Québec, mais la personne en charge de la santé publique aux États-Unis a tout de suite dit non, 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 ce n'est qu'un résultat anecdotique. Ce qu'il voulait dire, c'est on ne se fie pas seulement sur un petit article comme ça qui n'a pas été vérifié. Et donc, si vous écoutez les gens qui connaissent la méthodologie, les gens qui sont experts au niveau des statistiques, les gens qui ont de l'expérience et qui connaissent plus qu'un seul article scientifique, il y a moyen d'avoir de l'information de très bonne qualité à travers la science. Malheureusement, le problème, c'est que les articles qui contiennent des résultats surprenants ont davantage d'impact au niveau des médias et malheureusement, il y a une corrélation entre articles surprenants et articles incorrects, ce qui fait qu'on est inondé de mauvaises nouvelles et de fausses nouvelles. Une question extrêmement intéressante que j'ai eue, on m'a demandé, est-ce que c'est vrai que Naive Bayes est jamais optimale? Et c'est vraiment une question intéressante parce que il existe un scénario dans lequel Naive Bayes est absolument optimale. C'est lorsque toutes les variables sont indépendantes. Alors, si vous avez un vecteur de caractéristiques qui décrit un objet, qui décrit une personne, qui décrit une compagnie, qui décrit une situation, et que chacune de ces caractéristiques-là, on va rester dans un monde discret, ça peut être des bits ou ça peut être des catégories, mais chacune de ces caractéristiques-là est absolument totalement indépendante. Eh bien, le meilleur algorithme qui existe, c'est Naive Bayes. Bon, sauf que c'est jamais le cas, les variables sont jamais totalement indépendantes. En réalité, Naive Bayes est paradoxal parce que c'est une hypothèse qui est tellement fausse que c'en est risible. Les variables sont toujours interconnectées. En fait, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais si vous regardez, par exemple, un être humain et que vous regardez les différentes caractéristiques, que ce soit des trucs du genre son poids, est-ce que oui ou non il a du diabète, son salaire, son quotient intellectuel, son code postal, etc., etc., vous allez voir que finalement, toutes les variables sont corrélées. Okay? Donc, aucune variable d'un être humain à peu près est indépendante, peut-être sauf si vous prenez en note un dé que cet être humain-là a jeté sur la table et vous prenez en note le résultat. À part ça, toutes les variables sont dépendantes, toutes les variables sont corrélées. Donc, l'hypothèse que toutes les variables sont indépendantes, comme dans Naive Bayes, c'est une hypothèse totalement farfelue, c'est une hypothèse totalement fausse, ridiculement fausse. Et pourtant, Naive Bayes est un algorithme extrêmement fiable. On va voir ça plus tard. La raison, c'est que même si l'hypothèse qu'on fait est fausse, il se trouve qu'avec Naive Bayes, on a très, très, très peu de paramètres et il se trouve qu'on va être totalement immunisé ou pratiquement immunisé à ce que j'appellerais le surapprentissage et que la simplicité en sciences des données, c'est extrêmement puissant. Et donc, c'est très difficile de manquer son coup avec Naive Bayes. La seule chose qui pourrait vous arriver, c'est que les données avec lesquelles vous avez évalué vos probabilités sont totalement différentes des données dans lesquelles vous allez faire vos prédictions. Mais ça, c'est toujours le cas. Si
les données que vous avez observées sont incompatibles avec les données du futur, ben, il n'y a rien à faire. Aucun algorithme va bien fonctionner. Mais Naive Bayes, malgré son défaut énorme, est une technique qui fonctionne très, très bien. Je dirais que sa grande qualité, c'est sa robustesse.